Bon matin tout le monde. Merci d'être ici pour une autre conférence de notre cycle annuel de conférences sur la recherche en droit. J'aimerais commencer en nous excusant du retard. Nous commençons 12 minutes en retard. On a fait un peu du double booking pour cette salle et l'activité précédente a terminé un peu plus tard. Donc, merci d'être resté. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de présenter notre collègue Pierre Fouché. Donc, c'est plus ou moins une présentation. Pierre Fouché, il a obtenu une licence en droit de l'Université de Montréal en 1977 et une maîtrise en droit administratif de Queen's University à Kingston en 1981. Il est membre du Barreau du Québec. Il est professeur titulaire à la faculté de droit depuis 2008 et il enseigne dans les domaines du droit constitutionnel et des droits linguistiques. Donc vraiment une figure incontournable, je dirais, du développement des droits linguistiques au Canada. Il est spécialiste aussi des droits des minorités. Il est régulièrement invité comme conférencier dans des colloques nationaux et internationaux. Il est analyste au programme d'appui aux droits linguistiques et a été directeur du Centre de recherche en civilisation canadienne-française jusqu'en 2017. Pour sa contribution absolument exceptionnelle envers la francophonie ontarienne, Pierre Fouché a reçu l'ordre de la Pléiade en 2016 lors d'une cérémonie à l'Assemblée législative de l'Ontario et il a aussi reçu l'ordre des francophones d'Amérique en 2017. Au-delà de toute cette carrière absolument remplie d'accomplissements exceptionnels et extraordinaires, d'une grande contribution à la communauté, à sa communauté, j'aimerais aussi remercier beaucoup mon collègue Pierre Fouché parce que je lui ai lancé cette invitation de venir parler avec nous de son parcours de recherche, de ses défis, des choses qu'il a trouvées intéressantes et pertinentes. Et j'aimerais qu'on lance en fait ici cette tradition d'inviter des collègues qui ont beaucoup d'expérience à venir nous inspirer et nous raconter un petit peu de quelle a été leur expérience dans le monde de la recherche. Donc, merci beaucoup. La tradition est lancée avec vous, Pierre. Merci. Alors, merci beaucoup à tout le monde d'être ici. Bienvenue aux étudiantes et aux étudiants. Bienvenue aux collègues. Merci à Pratico d'enregistrer et diffuser la présentation. Et ça me fait extrêmement plaisir d'être devant vous pour vous parler d'un des aspects de ma carrière sur laquelle je n'avais pas beaucoup réfléchi, je dois l'avouer, c'est celui de ma carrière de recherche. Je vais vous parler de mes succès, de mes échecs, de mes défis et de ce que j'ai appris en cours de route dans les prochains 3 quarts d'heure. Alors, au début, donc, j'étais un chercheur solitaire qui voulait tirer plus vite que son ombre. Donc, j'ai été d'abord attiré à l'université par l'enseignement et la recherche est vite apparue comme un incontournable aussi. J'étais comme aspiré ou happé dans le contexte de recherche. Il faut vous dire que j'ai eu 2 carrières universitaires. Au fond, j'en ai eu une à Moncton, à la faculté de droit de l'Université de Moncton, qui s'appelait à l'époque l'École de droit, et qui avait été ouverte en 1978 sous la gouverne de son premier doyen, le professeur Pierre Padnaud, que vous voyez à l'écran, qui est maintenant retraité de l'Université de Sherbrooke. Et donc, il faut vous dire que Moncton, c'est un endroit, c'est en Acadie, c'est un endroit excentré, c'est un endroit qui est à l'extrême est du Canada, en dehors des grands centres, dans une faculté de droit qui commence, qui naît, donc où tout est à faire, dans laquelle il n'y a ni tradition ni ressources. Je vous mets aussi dans le contexte des années 80. Je me faisais des petites notes avant de commencer. J'ai fait ma thèse en l'absence d'un ordinateur. J'avais une secrétaire que je devais fatiguer à chaque fois que je voulais corriger une note de bas de page. Elle m'agonisait de bêtises parce que, évidemment, ça défaisait 3-4 pages pour elle. J'ai assisté à la naissance des courriels. Les universités ont été parmi les premiers endroits où on faisait des courriels. On trouvait ça absolument extraordinaire de pouvoir communiquer entre nous de manière électronique aussi rapidement.
Donc, il faut que vous imaginiez qu'on est dans ce contexte-là. J'ai commencé ma carrière alors que je complétais ma maîtrise et que je vivais dans une époque où on avait beaucoup d'offres d'emploi. Moi-même, lorsque j'ai gradué, j'ai eu 3 offres d'emploi simultanément. J'ai été obligé de choisir donc ce que je voulais faire. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, vous devez vous mettre dans ce contexte-là aussi. La conséquence de ce double contexte, d'être en milieu minoritaire, d'être dans une jeune faculté, jeune professeur, etc., c'est que l'accent était mis sur l'enseignement. Il n'y avait pas de pression à l'Université de Moncton pour obtenir des CRSH. Donc, je n'ai pas développé une pratique de faire des demandes de subventions, de sorte que lorsque j'en ai fait, ça n'a pas fonctionné. J'avoue, ça fait partie de mes échecs professionnels. J'ai fait 4 demandes de CRSH. 4 fois, j'ai eu 4 étoiles, mais ça n'a pas été financé, faute de fonds. Donc, j'ai finalement démissionné en disant « ça vaut plus la peine, je vais me cantonner dans d'autres types de recherches » et chercher mon financement ailleurs, notamment à Patrimoine Canada, qu'on appelait à l'époque le secrétariat d'État, ou au ministère de la Justice. Et je me suis habitué à travailler seul ou avec 2 ou 3 personnes plutôt que de piloter de grosses équipes de recherche. Donc, ça a été le parcours que j'ai fait. Mettez-vous aussi dans le contexte juridique et politique des communautés francophones minoritaires. En 1979, en mai, pour être plus précis, la Fédération des francophones hors Québec, comme on l'appelait à l'époque, publie « Pour ne plus être sans pays », et elle réclame beaucoup d'autonomie pour les minorités francophones hors Québec. En octobre 80, M. Trudeau-Père déclenche l'opération de rapatriement de la Constitution. C'était le 2 octobre, je m'en rappelle très bien, parce que ça faisait 1 mois que j'enseignais, j'étais tout jeune professeur, et le 3 octobre 1980, mon téléphone s'est mis à sonner. Tous les journalistes voulaient me demander ce que j'en pensais. Je n'en pensais strictement rien, parce que mon cours de la semaine suivante n'était pas prêt. Et donc, j'ai été plongé dans l'eau bouillante tout de suite. Donc, tout de suite, mon projet de recherche s'est présenté devant moi. Qu'est-ce que vous pensez des articles 16 à 20 de la Charte canadienne des droits et libertés? Comment ça va fonctionner? Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que ça va bénéficier à la communauté acadienne et francophone? Et parallèlement à ça, en avril 1981, au Nouveau-Brunswick, il y a eu l'adoption de la loi concernant l'égalité des communautés linguistiques, qui elle-même faisait suite à une convention d'orientation nationale acadienne qui avait été tenue en 1979, où les 600 délégués avaient voté pour la création d'une province acadienne. Et en réaction, le gouvernement du Nouveau-Brunswick, sous la gouverne de Jean-Maurice Simard, qui était à l'époque ministre du gouvernement Hatfield et éventuellement nommé sénateur, avait convaincu Hatfield de faire voter cette loi sur l'égalité des communautés linguistiques pour mettre fin à toute velléité d'autonomie de la communauté acadienne au Nouveau-Brunswick. Et la loi a finalement été votée en avril 1981. Et en 1982, il y a eu le dépôt, qui est un document extrêmement important dans mon domaine, le dépôt du rapport Poirier-Bastarache sur la mise en œuvre des droits linguistiques au Nouveau-Brunswick. Et, bien entendu, l'adoption et la mise en vigueur des articles 16 à 23 de la Charte. Alors ça, c'est le contexte dans lequel j'ai commencé ma carrière de chercheur. Alors, ma première grande étude a été accomplie en 1984-1985, et c'est une étude sur la mise en œuvre de l'article 23 de la Charte. Et essentiellement, j'ai fait le tour des provinces canadiennes pour voir quel était l'état de la situation juridique des minorités francophones dans chacune des provinces et quel pourrait être l'impact de l'article 23. J'ai fait cela à Ottawa. Donc, j'étais sur un programme qu'on appelait Échange Canada, où on permettait à des professeurs d'aller passer une année dans un ministère gouvernemental, et ce qui m'a convaincu d'ailleurs de ne pas postuler au gouvernement fédéral parce que c'est très contraignant. Il y a beaucoup de règles à suivre, etc. Et donc, je trouvais que ça limitait beaucoup ma liberté d'expression. Mon statut est un peu délicat, un peu bizarre, parce que j'étais évidemment professeur détaché au secrétariat d'État, mais en même temps, j'étais après faire une étude au secrétariat d'État, mais je n'étais pas un employé du secrétariat d'État. Et à un moment donné, je vous raconte une petite anecdote, Richard Hatfield s'est fait prendre avec de la drogue dans sa valise.
Et RDI m'appelle, Pierre Maisonneuve, à l'époque, faisait l'émission de fin de soirée, une émission d'analyse, et il m'appelle, il dit, on va avoir des commentaires. Je fais des commentaires à la télévision. Le lendemain, mon superviseur immédiat, le secrétaire d'État, me convoque dans son bureau pour dire, tu es allé à la télévision hier? Je dis, oui. Tu as fait des commentaires? Je dis, oui, en tant que professeur de droit. Bien, il dit, fais attention, parce qu'il dit, tu es aussi au secrétariat d'État, tu dois faire attention à ce que tu dis. Alors, à l'avenir, surveille tes paroles. Donc ça m'a convaincu que j'étais pas fait pour le gouvernement. Quelle sorte de drogue? Hein? C'était de la Marie. Okay. Aujourd'hui, il n'y aurait plus de problème. Alors donc, voilà la première étude. Et une des choses que j'ai constatées en réexaminant cette étude-là, c'est les périls de la recherche quand le dossier va plus vite que le rédacteur. Parce qu'en 1984, la Cour d'appel de l'Ontario, juste avant que je commence, avait rendu la première décision qui est Re-Education Act, sur l'article 23. Donc, ça me servait un peu de base et de guide. Et un mois après que j'avais commencé, la Cour suprême elle-même a rendu une autre décision, Québec Association of Protestant School Boards. Et aussitôt que j'ai eu fini, le premier jugement Mahé a été publié, Mahé contre Alberta en 1985. Donc, au fond, pendant l'année où j'ai travaillé, j'étais encadré par 2 décisions judiciaires et je devais travailler donc sur l'impact que pouvaient avoir ces décisions-là sur le développement de l'article 23. Et l'arrêt Mahé en 1985 m'a permis de constater jusqu'à quel point je m'étais trompé dans mon étude, parce que la Cour n'a pas suivi beaucoup des recommandations que j'ai faites. Un deuxième exercice de créativité a été la première édition de l'ouvrage des droits linguistiques au Canada, qui a été publié en 1986, mais dont la rédaction avait commencé en 1985. On m'a confié la direction de 2 chapitres. Un chapitre sur les droits au service public, l'article 20 de la Charte, et l'autre sur les droits scolaires. Il n'y avait strictement rien. J'étais le premier au Canada à écrire sur ces 2 questions-là. Et donc, je commençais avec une page vierge. Alors, pour les gens qui travaillent sur des domaines complètement nouveaux, là, voici le genre de questions que je devais me poser. Donc, au niveau du texte même de l'article 20, il y avait toutes sortes de termes à définir: public, communiquer, recevoir des services, un bureau, qu'est-ce qu'une institution de la législature, qu'est-ce que la demande importante, qu'est-ce que la vocation du bureau. Au niveau des droits scolaires, un citoyen canadien, est-ce que ça doit être au moment de la demande? Qu'est-ce qu'un résident, selon quels critères? Un parent, est-ce que ça couvre la garde légale, l'adoption, l'autorité parentale? Un seul parent, les 2, qu'est-ce qu'on fait en cas de séparation? Instruction primaire et secondaire, qu'est-ce qu'on fait du préscolaire, du postsecondaire? Que veut dire instruction établissement? Est-ce que le nombre d'années est minimum? Est-ce qu'on peut avoir un parcours scolaire discontinu? Que veut dire nombre qui justifie? Bref, je devais moi-même trouver les questions à me poser, parce qu'évidemment, j'étais le premier à chercher. Donc, ma stratégie a été de comparer avec des juridictions qui avaient déjà abordé le problème. Avec le droit canadien, à l'époque, c'était l'article 93 sur les droits scolaires confessionnels. Je suis allé puiser dans la théorie du droit, sur la nature des droits collectifs. Donc, je me suis fait une tête, au fond, de philosophie du droit. J'ai lu énormément sur la théorie des droits collectifs, sur la théorie des droits économiques et sociaux. Et un autre élément de contexte, on était à l'époque, la grande époque, des chartes des droits, où on pensait que tout allait se régler à l'aune des droits fondamentaux, ce qui était déjà une théorie qui commençait à décliner. Bon, autre incident qui a conditionné l'évolution de ma recherche, le 1er mai 1986, qui a été qualifié de lundi noir des droits linguistiques, parce que ça a été la fameuse trilogie de la Cour suprême du Canada autour de l'interprétation des droits linguistiques très restrictive en raison du fait que ce seraient des compromis politiques. Alors, la majorité de la Cour a adopté une vision assez classique de droit positiviste sous la plume du juge Betts, alors que les juges minoritaires, Dixon et Wilson, qui ont été dissidents dans ces arrêts, ont plutôt prôné une interprétation téléologique de l'article 23. Donc, imaginez-vous encore une fois le contexte: jeune faculté de droit, jeune professeur, la mission est de développer la pratique du droit en français et de défendre les communautés linguistiques minoritaires, et là, vous recevez ce coup de masse sur la tête.
Je me souviens très bien qu'on avait des conversations de corridor à l'époque. Roger Bilodeau, qui est maintenant le registraire de la Cour suprême, Michel Doucette, qui est un grand défenseur des droits linguistiques, Pierre Arsenault, moi-même. On allait prendre des cafés et on disait, bon, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Parce que là, on est devant un mur qui s'est dressé devant nous. Un troisième volet de ma recherche a porté sur des mécanismes d'autonomie. On ne voit pas bien, malheureusement, la photo que j'ai prise, mais c'est un rapport que j'ai fait publier en 1985. Donc, c'était une équipe de recherche que j'avais pilotée sous la gouverne de la Conférence permanente des institutions acadiennes qui avait financé l'étude. Nous étions 5 chercheurs et chercheuses, et le mandat était de développer des idées de structures autonomistes pour l'Acadie, et ça s'est appelé « Égal en droit et en dignité ». Encore une fois, le contexte avec la loi sur l'égalité et le rapport Poirier-Bastarache. Alors, les faits saillants de mon rapport, j'étais jeune et brave, donc je n'étais pas conscient de tous les obstacles de ce que j'allais proposer. J'avais proposé une constitution provinciale pour le Nouveau-Brunswick qui aurait préséance sur les lois de la province, mais qui serait soumise à la Constitution du Canada. Je prévoyais la création d'un Sénat provincial, une deuxième chambre au Nouveau-Brunswick, avec double veto, donc un Sénat égalitaire, moitié acadien, moitié anglophone, avec double veto. Et à terme, la dévolution de pouvoir exclusif à la portion acadienne et francophone de cette deuxième chambre. Et le résultat de tout ça, bien sûr, c'est que ça a tombé dans l'oubli le plus total. Le rapport a été mentionné en entrefilet dans les journaux. Il a été cité une ou deux fois par des étudiants de maîtrise ou doctorat qui en connaissaient l'existence. Et puis, il est disparu jusqu'à aujourd'hui, parce que je vais vous parler d'une autre initiative qui vient juste de réapparaître. Alors, de 1985 à 1990, l'accent a été placé, donc, non seulement sur les droits linguistiques, mais aussi sur le droit constitutionnel. C'est l'époque du lac Meach. D'abord, en 1985, Pierre-Marc Johnson, qui est le premier ministre du Québec, a fait adopter la position constitutionnelle du gouvernement du Québec. J'étais présent lors du dévoilement. J'agissais pour la Fédération des francophones hors Québec. En 1986, maintenant, c'est le tour de Gilles Rémillard qui a présenté les 5 conditions du Québec lors du colloque du Mont-Gabriel. J'étais présent à ce colloque. On a mis notre programme de côté pour discuter complètement des 5 conditions du Québec. Et ça a fait l'objet d'un texte qui s'appelle « Vers la réconciliation ». Et de 1987 à 1990, je me suis engagé dans des débats assez épiques avec mes collègues constitutionnalistes, à la fois du Canada anglais et du Québec, autour des grands débats qui agitaient la question linguistique et culturelle autour de l'accord du lac Meach. Les enjeux, par exemple, c'était est-ce qu'il faut seulement protéger ou aussi promouvoir la dualité? La première version de l'accord du lac Meach parlait d'un Canada français, alors que la seconde version parlait de Canadiens d'expression française. Et rappelez-vous, on était à la fin 1986, donc la trilogie venait d'être rendue, et une de nos priorités hors Québec, c'était de la faire renverser. Et on pensait qu'une clause d'interprétation constitutionnelle agirait dans ce sens-là. Donc, on poussait pour protéger, promouvoir. Ensuite, le rôle soit des assemblées parlementaires ou des parlements et des législatures provinciales, parlements, législatures et des gouvernements qui faisaient l'objet aussi de grands débats. De 1991 à 1996, j'ai fait des recherches et des travaux pour réussir à faire enchasser ce qui est devenu l'article 16.1 de la loi constitutionnelle de 1982, ce qui a été accompli en 1993. Donc, je n'ai pas été le principal architecte de l'élaboration de l'article 16.1, mais j'ai quand même effectué des travaux de recherche. J'ai même donné des cours à des comités parlementaires qui étudiaient la question pour leur expliquer un peu quels seraient les enjeux, les dimensions de l'article 16.1. Vous remarquerez que l'article 16.1 corrigeait, en tout cas dans l'esprit de ses concepteurs, ce que l'accord du lac Meach avait comme défaut. On a parlé de législature du gouvernement du Nouveau-Brunswick, protéger et promouvoir le statut, les droits et privilèges visés au paragraphe 1, et
à 16.1, c'est la communauté linguistique. Donc, ça corrigeait les Canadiens d'expression française et anglaise. Ça réinjectait une dimension collective à la protection des droits linguistiques. J'ai eu d'autres thèmes qui ont parcouru ma recherche. L'un d'entre eux qui a été assez important, c'est l'effet du fédéralisme sur les droits linguistiques, sur les droits fondamentaux en général. Je vous ai mis ici un résumé de quelques textes que j'ai écrits sur cette question-là, et je pense que mon texte fondateur, j'ai parlé à Ghislain Otis à un moment donné qui a publié aussi un texte qu'il considère un texte fondateur sur la connaissance du droit, je pense, c'est ça? Alors moi, mon texte fondateur, que je trouve mon texte fondateur, c'est le premier. Fédéralisme et droits fondamentaux, tension, complémentarité, ça a été fait en 1993. C'est de la théorie du droit, c'est de la théorie du fédéralisme que je compare à la théorie des droits fondamentaux pour montrer que même lorsqu'on prend une dimension de droit collectif, il y a une tension inhérente entre les concepts de fédéralisme et les concepts de droits fondamentaux qui étaient extrêmement difficiles à réconcilier. L'histoire politique m'a démontré que c'était vrai. Ensuite, j'ai travaillé aussi sur les minorités et l'organisation des États, sur le fédéralisme en tant que système flexible. J'ai travaillé à Dessin 2000, qui s'appelle « Pour un espace francophone au Canada ». Dessin 2000 est un projet de la Fédération des communautés francophones et acadiennes pour créer des institutions francophones homogènes dans lesquelles la langue française aurait droit de citer. Et le texte de 2005, qui peut le plus, peut le moins, fédéralisme et droit linguistique au Canada. Donc ça a été un autre de mes champs de recherche. Je me suis aussi beaucoup intéressé au rôle du droit et des tribunaux dans la gouvernance linguistique. J'ai travaillé à certains moments sur le contrôle de constitutionnalité et les droits fondamentaux dans le cadre d'un projet qui était financé par l'Association des universités francophones, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque. Et d'ailleurs, je pense que Ghislain était en charge du groupe de droits de la personne. Hein? C'était dans le cadre de ce projet-là. C'est un gros projet qui était financé par l'Association internationale des universités. Et donc, ça nous a permis de faire au moins 3 initiatives en 97-98. Un autre texte que je juge fondateur sur le rôle du droit, c'est Les gardiens de la paix. Encore ici, je dois à Ghislain la chance d'avoir pu faire ce texte-là parce qu'il organisait la conférence de l'Institut canadien d'administration de la justice. Il m'avait demandé de venir parler de la montée en puissance des juges dans le domaine des droits linguistiques. Et dans ce texte-là, j'avais mis en parallèle dans un tableau tous les jugements de la Cour suprême en ordre chronologique et tous les événements politiques qui s'étaient déroulés en même temps, pour montrer que les jugements n'arrivent pas dans un vase clos et que la théorie du dialogue proposée par Peter Hogg se vérifiait au moins dans mon domaine. J'ai aussi travaillé sur le concept de nation, sur des institutions autonomistes et le rôle du droit constitutionnel là-dedans. Ça a commencé en 1990, mais l'emphase a été mise depuis 2010-2012 à peu près. Ça a été des projets de recherche que j'ai conduits qui ont approfondi cette question-là de l'autonomie des minorités et d'un droit possible à l'autonomie pour des minorités linguistiques et culturelles. Et plus récemment, je me suis intéressé à l'histoire. L'histoire parce que j'ai trouvé que l'histoire permet de faire la synthèse de tous les concepts, au fond, qu'on peut rencontrer lorsqu'on travaille sur un point en particulier. Ça a commencé avec le règlement 17, qui était ce fameux règlement du gouvernement ontarien abolissant l'enseignement du français dans les écoles en Ontario à partir de la 3e année. Et donc, j'ai commencé à faire l'analyse des jugements qui ont interprété l'article 93 et par rapport au règlement 17. Le rôle de l'histoire, et là, celui de 2018 est vraiment intéressant parce que c'est la CFAN qui m'avait invité pour participer à leur séminaire, m'a demandé de réfléchir justement au rôle de l'histoire dans l'interprétation des droits linguistiques. J'ai contrasté ça avec le rôle de l'histoire dans l'interprétation des droits autochtones, qui est évidemment
domaine spontanément qui nous vient à l'esprit, pour constater que l'histoire, au fond, comment dire, joue un rôle beaucoup plus marginal, dirais-je, dans l'interprétation des droits linguistiques, dans l'interprétation des droits autochtones. Et le tout dernier projet qui va paraître dans le prochain numéro de la Revue de droit, c'est la comparaison de deux jugements fondateurs en droit des minorités. L'arrêt Mackell, qui portait justement sur le règlement 17, et l'arrêt Mahé, qui portait, lui, sur l'article 23 de la Charte. Donc, j'ai mis en dialogue les deux jugements, en première instance, en Cour d'appel et en Cour suprême, pour voir quelle était l'approche et la pensée des tribunaux à chacune des deux époques autour des grandes questions qui agitent le domaine des droits des minorités. Alors, mes axes de recherche, lorsque j'y pense, ont été fondés d'abord sur l'éducation, bien sûr, sur l'article 23, mais ça s'est élargi assez rapidement. Je ne me suis pas cantonné à l'article 23, j'ai ouvert la palette au droit linguistique pour comprendre et développer le droit des services en français dans leurs principes, dans leur mise en œuvre. Ensuite, encore plus large sur la théorie des droits linguistiques, leurs sources, leur rôle, le rôle des tribunaux, l'interprétation judiciaire, quelles sont les limites du droit, et finalement sur les structures étatiques et le rôle du droit dans la construction de structures étatiques, l'autonomie, le fédéralisme, le droit constitutionnel, ce qui m'a amené à réfléchir aux fonctions d'une constitution, au pouvoir, au rôle du pouvoir politique et du droit à l'intérieur ou à l'extérieur du pouvoir politique. Le choix de mes thèmes a beaucoup été dicté, comme vous vous en rendez compte, par l'actualité. Je ne suis pas le genre de chercheur qui s'est dit, moi, je veux étudier un problème en particulier. Je pars sur un projet de recherche et j'avance là-dedans. Comme je vous disais tantôt, l'actualité va plus vite que le chercheur. Et dans le domaine dans lequel moi, je me suis impliqué, il a fallu donc que je réagisse sur un dissous, que je sois capable de m'ajuster, de m'adapter rapidement à ce qui se passait autour de moi pour que ma recherche demeure pertinente et utile pour les communautés, en particulier pour lesquelles j'estimais travailler. Parce que c'est une des choses que j'ai toujours gardé en tête. Ces gens-là me paient, ces gens-là paient mon salaire, et ils méritent que je remette le fruit de mes réflexions à la communauté, parce que vraiment, c'est un peu une responsabilité fiduciaire que j'ai à leur endroit. Et c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, j'ai très peu publié en anglais, ce qui m'a nui dans le développement de ma carrière, il faut bien le dire, parce que les deux seuls textes que j'ai publiés en anglais sont abondamment cités partout à travers le monde, alors que tout ce que j'ai publié en français, encore une fois, est passé assez inaperçu. Donc, les événements de l'actualité m'ont conduit à des réflexions plus approfondies, comme je le disais, et plus théoriques. Et au moment où j'en suis rendu maintenant, je suis rendu au moment des bilans, des synthèses conceptuelles. Donc, je suis rendu à écrire des essais, des ouvrages de réflexion. Donc, j'ai quitté le monde de la technique juridique. Si vous me demandez ce que je pense de la prochaine mouture de la loi sur les langues officielles, je n'ai pas beaucoup d'opinions sur la prochaine mouture de la loi sur les langues officielles. Mais je commence à avoir des opinions, par exemple, sur l'évolution du dossier linguistique au Canada et le rôle du droit dans l'évolution des dossiers linguistiques au Canada. Ça, c'est le genre de réflexion à laquelle vous amène une carrière de 40 ans de recherche. La multidisciplinarité, on a beaucoup parlé de multidisciplinarité et effectivement, ça a été un des volets de ma carrière qui m'a animé, je vous dirais, plus à partir de l'épisode de l'accord du lac Meech. C'est à ce moment-là que la multidisciplinarité s'est développée. J'ai dû avoir des contacts avec des sociologues, avec des sociolinguistes, avec des politologues, avec lesquels d'ailleurs j'ai eu des débats épiques sur le rôle des juristes et du droit constitutionnel par rapport à la politique. Sur les historiens et l'histoire et le rôle du droit, les difficultés de la multidisciplinarité, bien sûr, c'est d'entrer à l'intérieur de schèmes théoriques qui sont différents de ceux que vous connaissez. Et aussi de comprendre la différence entre ce que fait la science sociale, c'est-à-dire la description des phénomènes le plus finement possible pour essayer de prédire ce qui pourrait arriver,
et le droit qui est normatif, le droit qui prescrit, le droit qui va avoir un impact direct sur le comportement des acteurs sociaux. Et en y réfléchissant, je tends à être d'accord avec un ancien collègue à moi, Jacques van der Linden, qui est un prof belge qui est venu faire un séjour à Moncton pendant assez longtemps, et qui disait que la multidisciplinarité, c'est d'abord dans la tête des chercheuses et des chercheurs eux-mêmes. C'est un effort personnel qu'on fait pour entrer dans un schème de pensée différent du nôtre. Et pour ça, donc, il faut à la fois lire beaucoup dans d'autres domaines que le droit et fréquenter des collègues qui sont dans d'autres disciplines que la discipline juridique. Et je m'y suis obligé. J'ai fait partie du groupe de recherche interdisciplinaire sur les cultures en contact, où nous avons tenu, par exemple, un colloque sur la notion d'universalité dans les droits fondamentaux, qui regroupait à la fois des philosophes politiques, des juristes, des sociologues, etc. Je fais partie de l'Association internationale des droits linguistiques, qui regroupe à la fois des sociolinguistes et des juristes, où nous avons des colloques à tous les 2 ans où nous confrontons les résultats de nos recherches dans nos disciplines respectives. Et je fais aussi partie du réseau francophone de sociolinguistique qui va tenir son colloque annuel ici à Ottawa cette année, au mois de mai 2019, encore une fois, dans lequel on partage toutes sortes d'études, de renseignements et d'informations autour des enjeux de sociolinguistique et de droit. Et j'ai eu une ouverture sur les droits linguistiques des communautés autochtones, en particulier lorsque j'ai été invité à travailler au Nunavut sur la politique linguistique du territoire du Nunavut il y a quelques années, dans laquelle, bien sûr, la dimension de la minorité francophone était subsumée sous celle de la nécessité de défendre la langue inuit, qui est aussi en péril, je dirais, que la langue française au Canada, puisque les statistiques, en tout cas des sociolinguistes, sont assez alarmantes. Alors qu'il y a 85 de personnes d'origine inuit, il y a 65 de gens qui parlent l'inuktitut, et il y a moins de 50 de jeunes qui peuvent encore parler l'inuktitut. Donc l'assimilation est en train de se produire à un rythme galopant au Nunavut, et c'est important pour eux de redresser la barre, ce qui amène aussi à des réflexions théoriques que je n'ai pas approfondies, mais qui pourraient être des enjeux de recherche pour ceux et celles qui s'y intéressent. Quand je suis allé au Nunavut, j'ai entendu des Inuits reprocher le fait qu'on dépense 4 000 $ par francophone au Nunavut et 400 $ par Inuit. Puis c'est vrai. Et qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Quand vous défendez votre propre communauté, mais qui est doublement minoritaire, en face d'une autre communauté minoritaire qui essaie de se défendre elle aussi. C'est un problème qui, je vous avoue, dépasse mes capacités et que je laisse aux prochaines générations de chercheuses et de chercheurs, mais c'est un problème auquel il faut se confronter, non seulement sur le plan des chiffres, mais sur le plan théorique. Comment on va résoudre un problème comme celui-là? Pour ce qui est de l'implication et de la diffusion des résultats, je me souviens très bien de mon entrevue d'embauche où j'avais dit, je crois fermement qu'un professeur d'université doit sortir de l'université et aller à la rencontre des communautés. Et c'est ce que j'ai fait. Et je conseille à tous les jeunes et toutes les jeunes qui sont autour de la table ici, ne restez pas dans vos bureaux. Sortez. Allez vous promener, allez rencontrer les communautés, allez rencontrer les collègues dans d'autres pays, dans d'autres disciplines, etc. J'ai commencé en faisant une tournée canadienne autour des droits scolaires. Je me suis rendu dans chaque capitale du Canada, y compris chacun des 3 territoires, où, à l'époque, je rencontrais, je me souviens très bien de réunions justement à Yellowknife, territoire du Nord-Ouest, ou à Vancouver, où j'avais devant moi 7-8 parents francophones qui voulaient avoir une éducation en français pour leurs enfants dans le fond d'une roulotte, dans une cour d'école d'un high school anglais. Et aujourd'hui, quand j'y retourne, je suis très fier de constater, par exemple, à Yellowknife, l'école Alain Saint-Cyr est en train d'être agrandie parce qu'elle déborde. Et qu'à Vancouver, il y a un méga procès parce que, justement, les écoles de langue française débordent en Colombie-Britannique. Et puis ça me ramène, justement, au tout premier temps où j'étais là en train d'expliquer aux gens quel pouvait être leur recours.
J'ai travaillé sur la déconfessionnalisation et la création de commissions scolaires linguistiques au Québec, en particulier pour rassurer les communautés anglophones qui craignaient beaucoup que le passage du régime de commission scolaire confessionnelle au régime de commission scolaire linguistique allait les désavantager, et je tenais à leur expliquer que ce n'était pas le cas, que l'article 23 allait effectivement protéger leurs droits, et je pense que le gouvernement québécois actuel devrait faire attention dans ses projets de réforme et tenir compte des enseignements de la Cour suprême autour du droit de gestion des minorités linguistiques. Je pense qu'une de mes plus grandes fiertés, c'est Arsenault Cameron, dans laquelle j'ai plaidé, et la construction de l'école sur mer qui déborde elle aussi. C'est l'école de langue française à Summerside, qui a été fondée à la suite du jugement de la Cour suprême, 2 ans après, au fond. Et de façon plus vaste, je vous dirais, j'étais impliqué dans beaucoup des dossiers scolaires, indirectement encore une fois. C'est pas moi qui plaidais, mais je participais à des rencontres, des réunions de stratégie, et j'écrivais des textes et je conseillais des juristes qui travaillaient dans ces domaines-là. Et quand on a commencé, bien, il y avait une commission scolaire francophone au Nouveau-Brunswick. Il y avait 2 ou 3 commissions scolaires bilingues en Ontario, et il n'y avait rien à l'extérieur. Aujourd'hui, je suis très fier de dire qu'il y a 28 commissions scolaires de langue française hors Québec. Il y a plus de 650 écoles dans lesquelles étudient plus de 160 000 étudiants qui font de la formation en français langue première. J'en ai des trémolos dans la voix parce que je suis très fier d'avoir contribué à ce développement-là. Non seulement, ça a permis ce développement social, mais ça a permis un développement académique aussi. Nous sommes devenus des experts reconnus à travers le monde sur le droit à l'enseignement en milieu minoritaire, sur la pédagogie en milieu minoritaire, sur la sociolinguistique et les processus linguistiques, sur les comportements linguistiques des élèves lorsqu'ils sont dans des classes, dans des cours d'école. Nous savons comment ça fonctionne. Nous savons maintenant qu'est-ce qu'il faut faire et sur quel bouton appuyer pour réussir certains domaines et pas d'autres. Et tout ça, en raison de l'article 23 de la Charte et de quelques jugements de la Cour suprême qui ont entraîné un effet boule de neige. Donc, vous ne savez pas, quand vous commencez vos projets de recherche, où ça va vous conduire et où ça va conduire la société pour les domaines dans lesquels vous travaillez. Je vous ai parlé d'échecs personnels où je n'ai pas réussi, par exemple, à obtenir des subventions de recherche. Certains de mes projets n'ont pas fonctionné, mais certaines de mes théories aussi ont été rejetées. Et ça aussi, ça fait mal, parce que vous savez que c'est votre théorie. La Cour ne dit pas, je ne suis pas d'accord avec le professeur Fouché, mais vous savez très bien que c'est ça que c'est, parce que les avocats l'ont mis dans leur mémoire, et là, vous avez la ligne dans la course, le jugement qui vous dit non, ça, c'est pas bon. La création d'institutions acadiennes autonomes n'a pas été réalisée, donc ma fameuse grosse étude là, de 1984. L'encliquetage, qui est un concept qui avait été développé autour du paragraphe 16.3 de la Charte, qui dit « Rien dans la Charte ne doit empêcher la progression vers l'égalité ». L'idée, c'était de dire, bien, quand vous mettez en place des programmes favorables, vous ne pouvez plus les retirer, à moins de proposer autre chose ou de le justifier. La Cour d'appel d'Ontario a rejeté ça en 4 ou 5 paragraphes lapidaires dans le jugement Montfort, de sorte que je dis, bon, OK, back to the drawing board, ça n'a pas fonctionné. Il faut dire que la Cour suprême ne l'a pas rejeté formellement, mais je ne suis pas certain qu'ils accepteraient un concept aussi ambitieux. Le droit des conseils scolaires minoritaires de statuer sur l'admission de non-ayants droit, qui était une de mes idées, ça a été rejeté explicitement dans la commission scolaire francophone du Yukon par la Cour suprême en 2015. L'idée, un des plus récents, l'idée que les gouvernements provinciaux agissent pour le compte du gouvernement fédéral dans la prestation de services aux chômeurs a été rejetée dans la Fédération des francophones de Colombie-Britannique par la Cour fédérale en 2018. C'est en appel. Je ne sais pas si la Cour d'appel fédérale va être plus réceptive, mais en tout cas, la question est resoumise à la Cour d'appel fédérale. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'en vient pour moi, donc, en fin de carrière? Mon prochain projet, c'est l'Assemblée nationale de l'Acadie.
C'est un projet qui vient de commencer. C'est un projet d'autonomie régionale pour servir les intérêts de l'Acadie au 21e siècle, qui s'inscrit dans une démarche de continuité historique pour le peuple acadien. Je viens d'être nommé le 31 janvier, donc il y a 2 ou 3 jours, coprésident de la Commission sur la gouvernance. Et ce que nous devrons faire, c'est produire un rapport qui va proposer un projet de loi pour permettre la création d'une Assemblée nationale acadienne. Alors, tout est à faire. Encore une fois, c'est une page vierge. Je vais retourner à mon vieux projet de 1984, voir s'il y avait des idées là-dedans qui pourraient être recyclées. Mais pour le reste, bien, je vais faire ce que j'ai fait dans les autres projets. On va aller voir en Europe, mais aussi en Afrique, en Asie. On va aller voir auprès des communautés autochtones aussi pour voir comment ils ont fait pour se développer des sphères d'autonomie. Les obstacles à ce projet-là, bien sûr, vous l'imaginez, tous les juristes de droit public dans cette salle sont nombreux, à la fois au niveau des droits linguistiques, mais aussi du fédéralisme, qui nous pose des contraintes constitutionnelles importantes à laquelle il va falloir réfléchir. Donc, à l'automne 2020, ça c'est le projet, il est proposé que l'Assemblée nationale d'Acadie soit élue par le peuple acadien, non partisane, formée de représentants issus d'au moins 14 régions acadiennes du Canada atlantique. Alors, on va voir, ça commence. On a notre première réunion la semaine prochaine. Et on va to be followed, comme on dit. Mais puisque l'actualité avance vite, la veille de la nomination de la commission, la FCFA a demandé des États généraux du Canada français. Et le 31 janvier, lors d'un colloque, la francophonie canadienne et le Québec, y a-t-il un avant et un après Doug Ford, l'idée est revenue d'États généraux du Canada français, donc de reprendre l'exercice qui a été fait en 1967 et qui avait consacré la rupture du Québec avec les communautés francophones de l'extérieur du Québec. Et dans ce contexte-là, bien, l'idée d'une Assemblée nationale acadienne vient un peu comme un cheveu sur la soupe, parce que dans les États généraux, on va parler de l'ensemble de la francophonie au Canada, et il y a déjà des idées qui circulent pour une assemblée constituante francophone ou des sénateurs identifiés comme francophones au Sénat, qui auraient des votes spéciaux, des votes prépondérants. Bref, déjà, il y a des idées qui circulent sur le plan national. Alors, dans quelle mesure l'Assemblée nationale acadienne va pouvoir s'insérer à l'intérieur de quoi que ce soit qui sortira des idées? Comme vous voyez, ça va plus vite que le chercheur. Et ça, c'est la réaction d'un sociologue à l'idée des États généraux, où il dit que le Québec doit définir quelle place il veut occuper dans le Canada et penser à son action comme foyer principal de la francophonie au Canada. Le Québec peut être le vaisseau amiral de la dualité linguistique. Ça suppose aussi que les francophones en contexte minoritaire acceptent d'être un peu québécois. Sans oublier leur singularité, ils pourraient se voir comme une diaspora, car il y a des intérêts communs. Mes collègues de l'Assemblée nationale acadienne ont sauté ça d'au coin aussi. Et comme disait l'ancien président de la Société des Acadiens du Nouveau-Brunswick, la petite pomme n'est pas moins une pomme que la grosse pomme. Donc, s'il y a une petite nation acadienne, c'est pas moins une nation que le Québec. Je vais conclure avec certains constats dans mon parcours de recherche. D'abord, j'ai trouvé difficile de faire entendre une voix juridique qui est propre aux minorités francophones dans mon domaine, dans le débat national sur la place des minorités, parce que, d'une part, je me suis confronté particulièrement lors de l'épisode de Meach aux juristes francophones du Québec, peu importe leur allégeance politique par ailleurs ou leur conviction philosophique. Ensuite, les juristes de la minorité anglo-québécoise qui ne se conçoivent pas ou construisent pas leur minorité comme le font les minorités francophones. Les juristes, bien sûr, de la majorité anglophone qui défendent des visions complètement différentes des droits linguistiques, des droits fondamentaux, et des autres disciplines en dehors du droit, dont notamment le sociologue dont vous venez de voir l'extrait, Joseph Yvon, avec qui je me suis coltaillé maintes et maintes fois sur le rôle du droit dans la défense et la protection des minorités. Et selon des politologues et des sociologues, le droit affaiblit plutôt que renforce la cause des minorités parce que
il la dépolitise, il l'individualise et on a une perte de contrôle sur les termes du débat qui sont structurés par la Cour et par les jugements. Ça m'amène aussi à des constats sur les forces et les faiblesses du droit. D'abord, la force du droit, c'est l'encadrement du débat. C'est le rééquilibrage des forces politiques. C'est l'accent sur les faits, l'accent sur le fait qu'on peut débattre d'idées à armes égales. On ne dépend pas du nombre, on ne dépend pas de là où le nombre le justifie. Par exemple, quand on discute de questions juridiques, bien, on est à armes égales avec tout le monde. Ses forces sont aussi ses faiblesses. Le droit est contraignant. Les débats sont politisés. Il est difficile de les dépolitiser. Les choix normatifs sont dépendants de l'idéologie. Et les superstructures juridiques, comme le fédéralisme ou la souveraineté parlementaire ou la primauté du droit, les grands principes non écrits de la Constitution, contraignent nécessairement les termes du débat. Et finalement, quand vous écrivez en milieu minoritaire au Canada, vous êtes pris entre l'arbre et l'écosse, c'est l'expression de Linda Cardinal. C'est complexe parce qu'il y a le fédéral, il y a des provinces, il y a des régions, Canada, Québec, minorité francophone, minorité acadienne, Acadie du Nouveau-Brunswick, Acadie des autres provinces, minorité francophone et acadienne et autres communautés, communautés autochtones, communautés immigrantes, des questions de légitimité qui vous entraînent sur le terrain de la science politique et de la philosophie politique. Il faut trouver des arguments convaincants. Il ne faut pas avoir peur de perdre. Il ne faut pas avoir peur qu'il y a des idées, des fois, qui ne vont pas aboutir. Et une des difficultés, qui est à la fois aussi une force, je dirais, c'est l'autonomie qu'on nous donne à l'université, la capacité de dire ce qu'on pense. Mais dire ce qu'on pense vient avec un prix. À savoir que si vous dites à votre communauté qu'elle n'a aucune chance de gagner, elle va vous renier. Vous allez perdre de la légitimité, vous allez perdre de l'influence. Par contre, si vous lui dites qu'il n'y a pas de problème, vas-y, tu vas gagner, etc., et qu'il perde, là, c'est vous qui n'êtes pas en paix avec votre conscience parce que vous saviez que c'était une cause perdante et vous ne l'avez pas dit. Quelles sont les qualités d'un bon chercheur? La curiosité, d'abord et avant tout. Surtout les jeunes. Soyez curieuses, soyez curieux. Allez poser des questions. Posez toutes sortes de questions dans toutes sortes de domaines. Écoutez. Soyez patient. Soyez créatifs. C'est plus difficile peut-être pour vous que pour moi à l'époque, quoique ça dépend de vos champs de recherche. Si vous êtes dans des champs de recherche qui n'ont pas encore été explorés, vous avez de la place pour beaucoup de créativité et vous avez la chance de faire une différence dans votre discipline. Engagez-vous aussi avec les communautés dont vous faites la recherche. Soyez rigoureux, passionnés. Il faut aimer ce qu'on fait. Il faut aimer la recherche sur laquelle on travaille parce que sinon, on s'ennuie. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'énergie, c'est beaucoup d'efforts qu'on consacre, sans compter les ressources. Donc, on doit y mettre de la passion. Il faut avoir aussi, je pense, le désir de transmettre, donc apprendre à simplifier. C'est très facile de retomber dans nos pantoufles et de se parler entre spécialistes. On a beaucoup de plaisir, c'est très relaxant. Mais par contre, c'est nécessaire de vulgariser, c'est nécessaire de simplifier. Et d'ailleurs, vous connaissez la théorie du rasoir d'Occam, ces théories les plus simples qui sont les plus susceptibles de fonctionner. Ce qui va vous amener au coucher du soleil. Merci de votre patience. Je vais prendre les questions.